On va parler de France is Beautiful et puis on va regarder surtout la France, mais vu du monde entier. Les intervenants qui arrivent, vos invités maintenant sont exceptionnels. Ils viennent partager un regard si particulier avec vous. Vous allez les accueillir pour cette table ronde exceptionnelle. Accueillez à mes côtés, s'il vous plaît, Paola Fabiani, Patrice Lupowski, Guillaume Leroy, Olivier Lemaître, Damien Segal, Laura Perrard, Roberto Boscolo. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, venez. Installez-vous, je vous en prie. Bienvenue. Et Paola, venez me rejoindre également. Vous savez quoi, on se dira bonjour après. Vous vous asseyez comme ça ils ne vont pas nous regarder, nous dire bonjour. Hein? Oui, vous étiez très bien. Paolo, c'est ça? Très très bien. Roberto, pardon, excusez-moi. Et c'est Paola qui me rejoint. Paola, venez donc ici sur cette scène. On est ravis de vous avoir les uns et les autres. Mesdames, messieurs, merci de venir avec nous pour partager vos regards. On avait envie, dans cette journée d'Odyssée, de parler de cette France, mais vue du monde entier. Laurent Fiard, Jean-Louis Joly, Patrick Martin, Jean-Luc également nous ont dit on va se parler sans tabou, sans langue de bois. Donc, de grâce, pas d'angélisme. Vous avez vu le ton qui a été donné depuis ce matin. On a envie de se dire la vérité et pourtant d'avancer, de voir un peu nos forces, nos faiblesses et les choses sur lesquelles on peut ensemble surfer. Il y a les belles réussites dont on va parler, mais il y a aussi les choses trappes. Il y a la différenciation, il y a l'excellence, mais aussi nos retards certainement. Il y a les valeurs ou les non-valeurs. Je vous poserai des questions là-dessus. Et puis, pourquoi se faire confiance et pourquoi le monde nous fait confiance ou pourquoi parfois le monde ne nous fait pas confiance. Vous aurez certainement des choses à nous dire pour nous inspirer. Quelles sont les cartes en main que nous avons pour cette Odyssée? Je vais vous demander aux uns et aux autres de nous en parler. Je voudrais d'abord que vous puissiez vous présenter à tour de rôle, rapidement, mais surtout me dire pourquoi vous êtes là ce matin. Enfin, savoir si on s'est planté sur l'invitation, si vraiment vous avez une justification, sinon vous repartez tout de suite. Et c'est l'occasion de nous donner un peu votre regard. Paola Fabiani, vous êtes la présidente, notamment fondatrice de Wisecom. Vous avez un micro à vos côtés. Bonjour Paola. Qu'est-ce que vous faites ici ce matin? Qu'est-ce qui justifie que vous veniez nous parler de l'Odyssée de ce regard sur la France? Bonjour. Alors déjà, peut-être en deux mots, Wisecom. Wisecom, nous sommes un centre d'appel. On s'est créé en 2005. 2005, pour vous donner une idée, c'est l'apogée de la délocalisation des centres d'appel. C'est vrai. En offshore, c'est-à-dire en Afrique du Nord, au Maroc, en Tunisie, au Sénégal, à Madagascar, à l'île Maurice. Et nous, on fait un pari un peu fou. On prend le contre-pied du marché et on se crée en plein cœur de Paris, rue de la Boétie, dans le 8e. Très bien. L'idée, à travers ça, est de montrer qu'on peut être compétitif à travers différents éléments que j'expliquerai par la suite, par rapport à des centres de contact qui peuvent être en offshore, par rapport justement à des tarifs qui sont beaucoup plus bas, en développant tout un business model autour de la qualité, notamment à la française, et puis la qualité des ressources françaises. Vous l'avez compris, elle fait le choix de revenir en France quand c'est plus facile de partir. Soit elle est un peu barge et je pense que vous l'êtes un tout petit peu, mais en tout cas une recette et une foi chevillée au corps et on va comprendre pourquoi dans un instant. Laura Perrard, vous êtes fondatrice du Journal du Luxe, du Salon du Luxe, vous êtes une blogueuse incontournable dans le monde du luxe, sauf que vous, au lieu de nager dans la poussière des vieilles maisons de luxe, vous avez décidé de tout dépoussiérer, vous êtes arrivé dans un monde où on ne vous attendait pas et où surtout on ne vous voulait pas. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans cette Odyssée, dans cette France is Beautiful? Qu'est-ce qui fait qu'à votre génération, vous avez un peu moins de 30 ans, qu'est-ce qui fait que vous y croyez encore? Racontez-nous. Alors en effet, j'ai créé le Journal du Luxe et le Salon du Luxe que je viens de revendre et j'accompagne en fait les décideurs du luxe à réinventer, on va dire, leur métier. Je travaille pas pour le nouveau luxe parce qu'il y a ce côté un peu rebelle, genre on va enlever tout ce qui était poussiéreux ou ce qui a pu l'être. Au contraire, j'adore la tradition, les savoir-faire et tout ce qu'on peut avoir en France, mais l'idée c'est d'accompagner tout ça pour réintégrer de l'innovation au sens des hackers. L'idée c'est pas simplement de voir ce qui se passe et de l'intégrer et de suivre le mouvement, mais c'est au contraire de réfléchir à comment je hack des industries, comment j'accompagne tout ça, et c'est ce qui m'intéresse au quotidien. Et finalement, mon métier, c'est simplement de regarder un peu ce qui se fait partout, en France et à l'international, et de transmettre ce que je peux et à mon petit niveau à ces acteurs-là. Merci beaucoup et on aura beaucoup de questions à vous poser également. Olivier Lemaître, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le directeur général d'Adecco France. Mais alors vous êtes fraîchement nommé en France depuis le mois de février, après une longue période hors de France.
vous aussi vous êtes un peu barge. Qu'est-ce qui fait que vous revenez après 23 années passées à l'étranger? Bonjour, moi je suis pas fou de rentrer, je suis fou de joie de rentrer. Ah, Voilà, donc merci pour la précision. voilà. Donc effectivement, j'ai vécu en Pologne, au Brésil, en Allemagne, en Suisse et maintenant à Paris. Donc je reviens en France d'abord pour rejoindre le groupe Adecco. Et quand Henri de Castries parle de l'opportunité avec l'apprentissage, l'alternance, c'est notre ADN, nous, leader mondial des solutions de ressources humaines, de richesses humaines. Donc le plus grand marché pour le groupe Adecco, c'est la France. Donc le marché français et c'était les racines du groupe Adecco, puisque ça a été créé ici à Lyon. Donc voilà, c'est le marché sur lequel moi je suis acteur depuis plus de 20 ans, en étant un recruteur. Oui. C'est un métier où on fait une vraie différence pour nos clients en attirant les talents et pour nos candidats quand on les met à l'emploi ou quand on leur propose un move de carrière. Donc puis au-delà de ça, quand on s'appelle Olivier Lemaître, on trouve bien sûr un groupe aux racines lyonnaises, hein, OL. Donc voilà, je suis là. Oui, sauf que c'est peut-être pas trop le moment de s'en vanter. On me demande discrètement, vous l'avez compris, moi je suis pour... Donc de toute façon, et Toulouse au rugby, bien sûr, Henri. On m'a demandé de monter un tout petit peu le son du retour sur scène, s'il vous plaît, pour nos intervenants, c'est bien ça. Je voulais vous présenter sur scène Damien Séguin. Alors, on vous connaît comme porte-drapeau de la France aux Jeux Olympiques. Vous avez fait 4 Olympiades, c'est ça, 4 JO, je me plante pas? C'est ça, oui. Très très bien, je vous déteste. Vous incarnez donc, je vous déteste parce que je ne suis pas sportif du tout, hein, c'est bien pour ça. Vous incarnez la diversité et l'intégration du handicap dans la voile à travers des compétitions internationales comme le Vendée Globe notamment, la Route du Rhum, Apicil, et c'est l'étape lyonnaise évidemment, on salue Apicil qui vous soutient et qui vous sponsorise. Vous êtes aussi un chef d'entreprise finalement à l'international, sauf que vous, votre bureau, il est sur un bateau au milieu des océans, c'est ça? Voilà, j'ai cette chance-là de pouvoir avoir mon bateau et mon bureau avec vue sur mer. Donc, moi, j'officie dans un domaine où la France excelle, qui est le domaine de la course au large. On est vraiment les meilleurs mondiaux. On a beaucoup de leçons à donner aux étrangers, mais on a aussi beaucoup à recevoir. Certainement. C'est un peu tout l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Mais voilà, j'ai la chance de vivre de ma passion. À la base, je ne suis pas du tout entrepreneur. Moi, j'ai une formation de sportif. Ensuite, j'ai passé un concours pour devenir enseignant dans des collèges et des lycées. Et je suis devenu entrepreneur par la force des choses. Donc c'est un monde que j'ai découvert qui me faisait complètement peur et qui me terrorisait au début. Et voilà, j'ai dû m'investir dedans, j'ai dû découvrir un nouveau secteur d'activité, savoir comment me débrouiller dans cet univers-là. Donc c'est une navigation à vue, on va dire ça comme ça, mais dans laquelle j'ai beaucoup appris. Et voilà, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai des ambitions particulières de par mon parcours sportif, de par ma situation de skipper handicapé aussi. L'ambition, voilà, c'est d'arriver, d'être le premier skipper handisport à participer au Vendée Globe, donc le tour du monde en solitaire et sans escale, sur le bateau Groupe Apicil. Jolie promesse et on a hâte que vous nous racontiez un peu tout cela. Roberto Boscolo, bonjour Roberto, merci d'être à nos côtés. Vous êtes le directeur général exécutif de Boscolo Collection Hotel. Buongiorno. Buongiorno. Je vais vous parler en français. On vous laisse l'autorisation. Français et mix de English. Oui, English, italiano et français, voilà, tout ce que vous voulez. Et un peu occitan pour moi si vous voulez. Et donc, on va pouvoir échanger là-dessus. Roberto Boscolo, un mot, vous êtes, vous, à la tête d'établissements qui sont des établissements haut de gamme, qui sont dans le luxe, des hôtels. Pourquoi est-ce que vous misez sur la France, et notamment à Lyon, avec un 5 étoiles récemment? Racontez-nous. Depuis 40 ans, Bosco il a fait de la propre profession une passion. Oui. Et excusez-moi pour mon français. Hein. Vous êtes parfait. Okay. Et dans les 2017, on a terminé un parcours avec 35 hôtels dans le monde entier. Waouh. On a fait Prague, on a fait Budapest, on a fait Rome, on a fait Milano, Venezia, Verona. Oui. Et dans le 2017, on a fait aussi un accord et un projet important qu'on a trouvé qu'à Lyon, que c'est une ville magnifique, de faire un projet de refurbishment de la propriété qu'on était à Lyon. Ici à Lyon. Ici à Lyon. Avec un investissement important de 30-35 millions d'euros. Waouh. Quindi on a fait, avec un projet qui était un hôtel de 3 étoiles, on est en train maintenant d'ouvrir 130 chambres dans le centre de Lyon, avec un spa magnifique, un des spas plus grands de la centre-ville, et un restaurant italien. Quindi è aussi, je pense qu'on est là parce que la France, avec l'Italie,
c'est un pays magnifique. Et nous sommes deux magnifiques voisins. Et pourquoi pas avoir une propriété entre Lyon et Nice. Merci. Et c'est une jolie promesse que vous nous donnez là. Vous aurez l'occasion de nous raconter aussi cette histoire. Je vous présente Patrice Lupowski, les senior vice-président digital innovation chez Orange. Vous êtes le monsieur innovation du groupe Orange. On est très heureux également de vous compter parmi nous ce matin. La France est-elle si belle, Patrice, quand on la voit du côté de l'innovation, alors que moi j'entends tous les jours les médias qui me rabâchent qu'on est peut-être super en retard, que l'innovation on a 20 ans de retard, que de toute façon l'Europe et l'administration française nous bloque, etc. Donnez-moi une claque à mes idées reçues, peut-être. Déjà, l'innovation, c'est une nation, hein, une seule nation. Donc, moi, j'ai la chance pour Orange de voyager beaucoup et donc de voir l'innovation partout, dans ces hauts lieux. Et elle a peu de nationalités. Elle a des forces. On rencontre assez souvent des gens qui viennent de certaines zones, qui ont l'air d'être plus encore amoureuses de l'innovation, mais elle ne connaît pas de frontières. Et c'est ce qui me plaît dans cette innovation. Après, il y a plus d'une personne qui parle d'innovation chez Orange. C'est un maître mot jamais démenti. C'est quelque chose, en tout cas, qui m'a toujours suivi. Donc, à votre question, qui est aussi de savoir ce qu'on fait sur cette scène aujourd'hui, tous. Oui. Je suis peut-être un peu barge, ça, ok. Ça nous va bien. J'ai été entrepreneur. J'ai monté une boîte dans les années 99 pour aller faire des premiers services mobiles. Et puis voilà, je fais de l'innovation tous les jours en essayant de faire en sorte d'apporter finalement ces innovations au plus grand nombre. Et merci de le partager ici. Guillaume Leroy, enfin, vous êtes, vous, à la tête de Sanofi en France. Vous en êtes le président. Cher Guillaume, en plus d'être le régional de l'État, bien sûr. Guillaume, un mot sur cette France vue d'ailleurs. En quoi elle vous concerne, vous, Guillaume Leroy, et vous, Sanofi ? Alors peut-être tout d'abord à titre personnel, ça me concerne beaucoup puisque après mes études de pharmacie, je suis parti 15 ans à l'étranger, donc 15 ans d'expatriation, en particulier en Amérique latine, je dirais seulement 15 ans. Et puisque après un séjour lyonnais à mon retour, j'ai été de nouveau expatrié, mais cette fois à Paris. Ah oui. La deuxième raison est pour Sanofi, puisque effectivement quand on vend 1 euro de médicaments sur le territoire français, on en exporte au même moment 6, c'est-à-dire qu'on exporte 12 milliards par an pour servir les besoins de santé du monde. Je crois que c'est Charles Mérieux qui disait que la médecine n'a pas de frontières et effectivement, les besoins de santé publique que nous servons, que ce soit à travers la vaccination, et cette plus grande usine de vaccins au monde qui est à Marcy-l'Étoile, ou bien tous les médicaments que nous fabriquons dans nos usines réparties dans tous les territoires français, tout ça se fait pour un agenda définitivement global, puisque définitivement la santé n'a pas de frontières. Et justement, vous me permettez de lancer cette table ronde sur les territoires de conquête. L'Odyssée, c'est la conquête à l'international. C'est souvent un Graal, une envie, un fantasme aussi pour des entreprises, des TPE, des PME, des grands groupes bien sûr. Racontez-moi les uns et les autres comment et surtout avec quels atouts vous avez pu partir à la conquête des territoires à l'international. Plus généralement, quelles opportunités pour vos sociétés, mais aussi pour la France, pour les sociétés françaises. Patrice, on va commencer par l'innovation parce que ça va tout de suite lancer le débat sur les sujets du moment. Oui, dans les télécoms, en fait, on a la chance d'avoir assez souvent des besoins qui vont être similaires, des normes, des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc Orange a toujours souhaité, et avant elle, France Télécom, si vous vous en souvenez, oui. aller au-delà du simple territoire français. Donc aujourd'hui, on est présent, ne serait-ce que pour notre activité grand public, dans une trentaine de pays, en particulier en Europe et en Afrique et au Moyen-Orient. Ce sont pour nous des territoires magnifiques parce que ils ont énormément de potentiel de croissance. Donc Orange est, grâce à ça, l'un des principaux groupes de télécommunications en Europe et dans le monde. On constate quand même, malgré ça, que nous sommes un opérateur de taille moyenne si on compare aux géants américains et chinois, principalement peut-être parce que les marchés ne sont pas les mêmes. On a en Europe, et notre président Stéphane Richard l'a plusieurs fois dit, on a une situation où on a par exemple 80 opérateurs pour 27 pays. Ce qui n'est pas exactement la même situation quand vous en avez 3 ou 4 pour un marché de 300 ou d'1 milliard d'habitants. Bien sûr. Donc voilà, il y a cette envie de conquête, mais maintenant, en valorisation par rapport à d'autres acteurs, nous restons petits. Et alors, si on compare aux géants de la Silicon Valley, on a vu au fur et à mesure notre valorisation. On parlait d'égal à égal quand j'ai rejoint Orange en 2006.
On faisait la taille d'un Apple, on était 4 fois plus gros qu'un Amazon, on était quasiment de la taille d'un Google, et Facebook était une licorne l'année de mon arrivée. La valorisation de Facebook a été multipliée par 500. Celle d'Apple par 14 et celle d'Orange divisée par 2. Pourquoi est-ce que finalement on n'arrive pas dans ce monde-là à multiplier? Pourquoi est-ce qu'on a loupé un coche et lequel? Alors il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que monsieur De Castres parlait ce matin de style dans l'un des ouvrages que vous avez cité, l'acier. L'acier, c'était le maître étalon du début du XXe siècle. C'est devenu le pétrole. Et assez rapidement, sur cette fin et du XXe siècle et sur le début du XXIe, c'est devenu le software et la data. Oui. Et on a mis beaucoup plus de temps que d'autres, pas à se mettre à travailler à ces sujets-là, mais à considérer qu'ils étaient suffisamment sérieux pour qu'on investisse massivement dessus. Et aujourd'hui, on a beaucoup de startups, beaucoup de gens qui font des choses sur ces sujets-là, mais on a peu de champions qu'on finance à hauteur de 100 millions, 1 milliard, etc., pour en faire des géants du numérique. Et Paola Fabiani, à la tête de Wisecom, vous avez choisi la France. Donc déjà, la France est un pays étranger pour votre activité, parce que d'habitude, on était en offshore. Vous partez à la conquête de l'international avec l'Amérique du Nord, vous allez nous en parler. Mais l'international vient à vous également pour miser sur une entreprise française. Racontez-nous, en fait, votre conquête. En 2 mots, déjà en préambule, pour nous, le consommateur mondial et la concurrence entre les marques, elle est mondiale aussi. Bien sûr. Alors, le centre d'appel, mais on va parler plus largement, la relation à distance avec la transformation digitale devient essentielle. Alors déjà, elle touche au chiffre d'affaires des marques. Et donc là, avec cette relation qui s'institutionnalise de plus en plus, il va être de plus en plus peur. Compte tenu de ça, il est très important pour nous d'aller sur, alors notamment le continent nord-américain, mais plus largement le continent américain, puisque les États-Unis, le Brésil, et on a trouvé comme stratégie, pour être un peu malin, parce que nous sommes une PME, nous sommes 300 salariés, donc on a trouvé une stratégie de se dire, on va au Québec, c'est francophone, donc on connaît un peu, mais en parallèle de ça, ils ont toutes les best practices pour aller sur le marché nord-américain, les accords, etc. Donc ça c'est en cours de lancement, là, oui. Et on y va. Donc ça, c'est le premier développement, parce qu'on se doit de bouger, et si on stagne, et je reviens sur l'agilité dont vous parliez, si on stagne, de toute façon, je pense qu'on est, on est mal barré. Vous allez à la conquête de l'international, mais des groupes étrangers viennent vous voir aussi? Alors tout à fait. Donc on a développé une stratégie aussi sur l'Europe, puisque un point d'entrée pour une marque, c'est majeur. Donc on développe le multilingue et on adresse pour différentes grandes marques l'ensemble des pays européens à partir de Paris, à partir de la France. Comme quoi c'est possible. Et en même temps, ça crée une source de rentabilité et une source d'économie. Et enfin, on a des grandes marques leaders internationaux, comme, alors on parlait de l'OL, Hyundai par exemple, qui travaillent avec nous, qui nous ont choisis, et avec qui on développe de nouvelles stratégies, et on est capable d'innover et de montrer aux Coréens qu'on sait faire quelques trucs. Et Guillaume, est-ce qu'on arrive à montrer que l'industrie du médicament, l'industrie pharmaceutique est forte? Vous avez des concurrents à travers le monde. Sanofi est un acteur majeur dans le monde, mais pour autant, comment est-ce qu'on arrive à faire de Sanofi France un acteur mondial dans une conquête qui doit être très complexe au quotidien? Alors, cette conquête, elle est complexe, mais il y a eu plusieurs phases. Tout d'abord, la conquête, elle s'est faite pour avoir créé certaines filiales en Amérique latine par la mise à disposition de solutions innovantes pour régler des problèmes de santé publique, des solutions qui n'existaient pas avant. Et là, le savoir-faire de la recherche française, 45% de nos efforts de recherche sont encore en France aujourd'hui pour un groupe qui dépense 6 milliards par an dans le monde en recherche et développement. Donc ça, c'est un premier levier. Mais celui-là, il n'est plus suffisant. Ce qui fait la différence maintenant pour des entreprises comme les nôtres qui s'installent à l'international ou qui se développent à l'international, c'est une approche plus consolidée de réponse à un partenariat de santé publique. C'est d'avoir des collaborations sur le plan industriel, sur le plan de la recherche et du développement, et bien sûr la réponse à des problématiques de santé publique, comme ça a été le cas dans les grandes épidémies encore récentes, par exemple avec la pandémie. 20% des latino-américains ont été vaccinés grâce à des produits de Sanofi fabriqués en France. Donc cette approche plus stratégique, où on n'est non plus dans la prétention d'apporter quelque chose, mais dans la contribution, dans l'ambition d'une contribution à la santé publique, c'est ça qui fait la différence. Tout ça construit sur un écosystème français extraordinaire. On a parlé des grandes entreprises, du gros, je dirais plutôt du grand frère qui, derrière Sanofi,
à plus de 10 000 fournisseurs sur le territoire Waouh. au service de notre agenda. Donc, c'est Qui sont ça qu'on des essaye de indépendants, faire. des TPE, des PME à vos Des côtés. TPE, des PME, pour avoir participé à la construction d'une usine avec les autorités mexicaines. On a embarqué avec nous, et j'en vois dans la salle, des fournisseurs très pointus sur des machines, sur des technologies, qui nous ont accompagnés dans cette odyssée internationale et qui font un modèle pérenne avec nos partenaires et avec nos autorités. Est-ce que c'est le cas d'Adecco, Olivier Lemaître? Parce que autant j'entends l'innovation chez Orange, chez Sanofi bien sûr, j'entends ce que l'on peut apporter, mais chez Adecco finalement, vous êtes avec une main-d'œuvre basée en France, à moins qu'on vienne vous chercher pour des travailleurs détachés pour faire travailler des Français moins Non. chers en Pologne, en Roumanie, je ne sais pas. C'est peut-être pas dans ce sens-là, mais un mot chez Adecco justement sur l'Odyssée, la conquête mondiale doit être beaucoup plus complexe, non? Alors, Adecco est une société suisse puisque nous sommes cotés à la bourse de Zurich. Oui. Le plus gros marché pour Adecco, c'est la France. Donc, c'est une société suisse avec un berceau français. Vous parlez d'innovation. Non seulement, comme nous représentons 23% du chiffre d'affaires mondial d'Adecco, nous avons une performance économique. Mais cette performance économique, elle se fait en recherchant aussi une performance sociale grâce à de l'innovation sur des nouveaux produits, des nouvelles offres que nous parfois aussi co-construisons avec nos clients. Donc quand on parle d'alternance, d'apprentissage, de CDI intérimaire, c'est ça qui nous permet de sortir du métier un petit peu historique que certains d'entre vous connaissent ici certainement, de l'intérim à la papa en fait. Oui. Mais quand nous parlons de flexibilité, on parle de flexibilité responsable, donc avec des formes de contrat de travail plus responsables. Et donc c'est cette innovation-là que Adecco France a créée. Et puis on a aussi lancé tout un tas de projets digitaux, Adecco Analytics, qui est un modèle algorithmique d'analyse de données sur des bassins d'emploi, des innovations digitales. Que vous Ils sont lancez en maintenant- France avant de les déployer à l'étranger. Ils sont c'est lancés ça en France dans notre premier marché qui D'accord. marche et qui sont ensuite répliqués à l'étranger. Donc le génie français, le génie d'Adecco France, il se réplique partout dans le monde, dans les 60 pays du groupe Adecco dans le monde. Laura Perrard, j'ai l'impression que dans le monde du luxe, c'est plus facile ou peut-être c'était plus facile. Est-ce que c'est une idée reçue de penser que le luxe à la française a eu son heure de gloire pendant des décennies et est en train d'être dépassé par le luxe chinois, par exemple, que vous connaissez très bien en particulier? Alors, il n'est pas en train d'être dépassé. La France reste le pays du luxe. Et on va dire aussi un peu l'Italie, sinon je vais me faire des ennemis sur cette table ronde. Évidemment, il y a une traction, il y a énormément d'intérêt de la part des acteurs du Middle East, de ces consommateurs qui continuent à consommer beaucoup de produits de luxe, etc. Pareil au Japon, mais ça descend un peu. Et on est obligé de parler en effet de la Chine. En quelques chiffres, en gros, aujourd'hui, en 2018, le marché du luxe était 1200 milliards d'euros et la Chine représente 33%. Donc clairement, les Chinois sont des consommateurs des produits et des services de luxe de manière générale et on a besoin de le considérer. Là où c'est intéressant aussi, c'est pas simplement de se dire qu'ils se lancent dans la création. Certes, il y a de plus en plus de marques de luxe chinoises qui sont en train de naître. Alors on peut se dire ça doit être cheap, etc. Pas du tout, parce que justement, ils s'intéressent à leur propre savoir-faire. Ils développent un Made in China et un Created in China qui monte en gamme, en compétences, en qualité. Et en effet, il faut le regarder parce qu'on serait bête de garder nos œillères. Mais surtout, ils s'intéressent à ce qu'il y a derrière les coulisses, ils s'intéressent à la traçabilité, à comprendre comment les choses sont faites, etc. Donc ça donne énormément d'opportunités à nos métiers, à nos entreprises, à la valorisation de nos savoir-faire. Bien sûr. Encore faut-il savoir le dire, parce que c'est un autre sujet. Et je vais vous demander dans un instant aux uns aux autres d'ailleurs de me donner les atouts et comment est-ce qu'on se distingue. Mais je voudrais juste avoir un mot avec vous, Damien Séguin. Dans les compétitions, emmenez-nous avec vous dans les compétitions de bateaux, les compétitions de voile à travers le monde. La vision de la France, moi j'ai l'impression qu'on a de méga aventurieux. Bon, on a eu quelques Italiens, Espagnols, Portugais célèbres, mais chez les Français, est-ce que la France est une belle image de l'aventurier ou est-ce que pareil c'est dépassé? Racontez-moi. On a la chance dans le sport d'avoir plusieurs modes de fonctionnement et plusieurs images à donner. Moi, la première partie de ma carrière, je l'ai passée à représenter la France lors des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc j'ai participé à 4 Olympiades, j'ai gagné 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent. Excusez-moi, j'ai oublié, on l'applaudit parce que sérieux, il n'y a personne ici qui l'a fait déjà. Voilà. Non mais juste,
J'ai oublié tout à l'heure parce que tout au plus, on a quoi, tous 2 étoiles au ski, c'est ça, et lui, il a 2 médailles d'or. Donc c'était pour le dire. Très bien. Comment ça se passe? Non, tout ça pour dire que quand on regarde le sport par le prisme de la compétition, on regarde essentiellement la performance et c'est vraiment le facteur qui permet de juger la réussite ou non. Et quand on parle de Jeux Olympiques, on parle forcément de nations contre d'autres nations. Oui. Donc la France, elle est simplement jugée par le nombre de médailles d'or qu'elle va gagner. Et j'ai vécu pendant quasiment 20 ans dans ce système et je sais de quoi je parle. Donc on est dans une, je vais appeler ça une guerre acharnée un petit peu entre les nations. Et pour autant, on peut pas gagner tout seul. Donc il y a bien sûr une formation à la française, il y a des technologies qui sont mises en place, des stratégies qui sont bien gardées pour éviter que les autres pays puissent nous concurrencer sur ce terrain-là. Et à côté de ça, il y a d'autres sports, des sports plus aventure, ceux dans lesquels je me suis lancé aujourd'hui, comme la course au large, où là, on ne peut pas réussir tout seul. On n'a pas suffisamment de talent en France pour pouvoir réussir ces challenges-là. Donc on est obligé de se tourner vers l'international, vers les étrangers qui vont avoir les technologies, les ressources, qui vont nous permettre de réaliser ces aventures. Quand je parle d'aventure, je peux parler de la plus grande qui m'attend, celle du Vendée Globe. C'est faire un tour du monde en solitaire sur des bateaux qui sont incroyablement grands, incroyablement puissants, sur lesquels il faut une technologie de pointe forcément pour réussir ça, pour dégager des valeurs qui vont au-delà du sport. On n'est plus simplement dans une performance sportive chronométrée, par exemple, mais on est sur l'aventure, sur le partage, sur des valeurs, sur des notions qui sont complètement internationales. Et là, on va retrouver un petit peu toute la collaboration qu'on peut avoir. J'ai déjà le mal de mer, rien que d'y penser, mais on vous suivra évidemment attentivement, bien sûr. Les uns et les autres, en un mot, qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'on est unique en France ou qu'il y a une partie unique? On n'est pas là pour s'autopomader, on verra évidemment les choses trappes, mais qu'est-ce qui fait qu'on peut se différencier vraiment, les Français, selon vous, sur vos marchés, dans vos business, sur ce que vous connaissez, Paola? Je pense que, je reprendrai un peu ce qu'on a dit, mais je pense que la France a un esprit critique de tout temps et une remise en question, alors qu'il peut être râleur d'un côté, mais pas que, justement, et une volonté du détail qui est unique. Alors on le voit dans la gastronomie, dans le luxe, dans l'hôtellerie, mais ça s'applique aussi, c'est un peu le message, ça s'applique aussi aux prestations, ça s'applique à nos entreprises, parce que finalement, quand on aborde un autre marché, on a des consommateurs ou des clients qui ont tel niveau d'exigence, parce qu'on a cet esprit critique qui s'applique aussi à nos clients, qui fait que demain, quand on va conquérir un autre pays, l'international, on est habitué à un tel niveau qu'on a un avantage concurrentiel. Je pense que c'est un peu ça l'idée. Autres avantages que vous pouvez voir les uns les autres? Laura Perrard, vous avez le micro. Moi, je pense évidemment il y a une créativité qu'on a en France qu'on peut observer nulle part ailleurs. Personne ne sait l'expliquer, et tant mieux. En effet, c'est sûrement parce qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on peut produire, et tant mieux. Il ne faut peut-être pas trop se le dire non plus. Oui. Je pense que ça, c'est une grande chance. Après, alors moi, je vais parler du luxe, qui est le sujet que je connais le plus. Nous, la manière dont on le définit, c'est par l'exception, l'excellence et l'émotion. L'exception, c'est aussi l'idée de s'ouvrir à tout ce qui se fait de mieux et d'aller chercher hors des sentiers battus. L'excellence, c'est vraiment l'idée d'intégrer de l'innovation. Aujourd'hui, je pense qu'on peut plus prétendre exceller sans innover, du moins être dans cette dimension-là. Et l'émotion, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Je pense qu'en France, on ne vend pas simplement des produits, on ne vend pas simplement des services, on sait vendre de l'émotion. Et en fait, quand on vend une émotion, ça veut dire qu'on va vendre un souvenir. Et ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose d'associé à ce bien ou à ce service. Et ça n'a pas de prix, ça n'a pas de valeur. Et le prix, c'est un sujet aussi tabou dans le luxe, mais ça intègre plein de dimensions, plein d'émotions. Et je pense que ça fait partie de ce qui peut faire notre différence. Vous semblez d'accord, Guillaume Leroy? Moi, je suis assez d'accord avec ça. Et même dans le milieu des affaires, et pour reprendre mon expérience depuis l'étranger, quand on regarde les entreprises françaises, il ne faut pas rêver. On ne sera pas forcément le meilleur dans tous les domaines. Je crois que cette époque-là, elle est un peu derrière nous. Aujourd'hui, il y a des puissances innovantes dans plein d'endroits du monde. Par contre, ce qui peut faire la différence, d'abord, c'est l'intention de départ, la saine intention. Et puis enfin, c'est cette approche un peu écosystémique, largement encouragée par le MEDEF, par la force publique aujourd'hui, par tous les entrepreneurs, sur les vrais sujets qui font la différence. On a parlé d'environnement, on a parlé de modèles démographiques, sociologiques. Et c'est finalement tout ça qui donne aussi la valeur derrière la marque France que l'on peut porter quand on est entrepreneur à l'étranger. Olivier Lemaître, je vous ai vu réagir. Vous avez passé donc 23 années à l'étranger. Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence dans vos discussions quand vous étiez au Brésil, en Allemagne, en Suisse, en Pologne? Qu'est-ce qu'on vous disait de cette différence, de cette excellence française? Alors moi je suis français avec fierté, mais comme vous le disiez, j'ai vécu à l'étranger pendant de nombreuses années. J'ai 47 ans, j'en ai passé 26 à l'étranger.
Ce qui me marque, c'est qu'à chaque fois que je vois des Français, je les trouve créatifs, innovants, positifs, avec de la confiance. Après, la dynamique collective est peut-être quelquefois un peu plus pessimiste, conservatrice et un petit peu anxiogène. Je trouve qu'à l'extérieur, j'ai pas vu beaucoup de French bashing. J'en vois beaucoup en France du French bashing. Donc on n'arrête pas de dire qu'il faut apprendre de ses échecs, mais apprenons aussi de nos succès, soyons positifs. On est un pays aussi qui marche, on a beaucoup de réussites, ayons confiance en nous. Notre réussite de l'été dernier avec beaucoup des meilleurs joueurs du monde, on a beaucoup des meilleures entreprises du monde, on a beaucoup de créateurs d'entreprises, il nous faut quelquefois des bons capitaines. Donc on en a eu un l'année dernière qui a levé une coupe. Je pense qu'à la tête de notre pays, on en a un qui a aussi pas mal de réussite. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, mais le French bashing, c'est quelquefois un petit peu trop franco-français. Ayons confiance en nous, ayons confiance dans nos réussites, parce qu'on a un avenir devant nous et un futur qui me semble, pour moi, très optimiste. Roberto Boscolo, qu'est-ce que vous disiez, vous, depuis l'Italie et depuis votre position à travers le monde, de la France, justement? Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui a fait, finalement, que vous avez dit, mais waouh, la France, il faut que j'y sois parce qu'il y a un truc particulier? Ce serait quoi? Le foot. Le foot, bien sûr. Non, la France, la France, l'entrepreneur français a un caractère complètement différent de l'italien. Et je dois dire qu'elle est un peu plus directe. Elle est un peu sûr. Now I switch in English. Yes, no problem. Is more confident in what he does. He knows that he has a big background as a France as a country. Yes. And because the French people actually play as a team. And in Italy it's completely different because we play as a region and so we play in a different way. But we are not here to talk about the difference between Italy and France. We are here to talk about because France is beautiful. And for all of the French entrepreneurs that I met around the world, they were always very strong, sure, and détaché, very formal, completely different than what I was used to have in Italy or in England. And I have to say that actually I really like them because I think it's the right attitude that an entrepreneur must to have around the world. So for sure, the best way is to close the deal in front of a nice glass of wine of Bordeaux, right? But when you talk about Côte du Rhône, please. or Côte du Rhône, okay. But I think that the why France is big is because this attitude is taken by the French entrepreneur made it. Et ça fait plaisir forcément à tout le monde. J'entends un truc, moi, particulier dans la difficulté de pousser les entreprises françaises, le business, et ça concerne tout le monde ici. C'est la question de l'embauche, c'est la question de l'employabilité, c'est la question de la formation, c'est la question aussi du coût du travail en France. Olivier Lemaître, vous êtes le spécialiste en la matière chez Adecco. Jouer le jeu de l'embauche en France avec une entreprise française, c'est quand même beaucoup plus risqué, alors que j'ai des enfants attachés par les pieds à travers le monde, ça me coûterait beaucoup moins cher. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, je fais exprès de provoquer, bien sûr. Non, je pense que Aurélien Castries a parlé de liberté. On a une loi qui a été votée en septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, qui donne une boîte à outils à nous tous, à vous tous qui êtes entrepreneurs, de recruter aussi autrement. Donc, nous avons tous besoin de flexibilité, mais aujourd'hui, on a des outils pour avoir de la flexibilité responsable. Donc j'étais vendredi avec Muriel Pénicaud, notre ministre du Travail, pour signer le 25 millième CDI intérimaire. Qui sait ce qu'est un CDI intérimaire? Ah, quelques mains se lèvent. Alors, voilà. Donc il y a 20 mains levées. Donc le gouvernement, 21, vous a donné une liberté d'avoir un outil pour plus de flexibilité, mais flexibilité responsable dans le marché du travail. Et on ne s'en saisit pas. En deux mots, c'est quoi pour les autres? Donc un CDI intérimaire, c'est un candidat que nous avons sélectionné, que nous recrutons, qui est donc qui est notre employé, qui va pouvoir travailler chez vous et que nous allons accompagner dans sa carrière en transformant ou en upgradant ses compétences. Et la personne qui justement signait ce 25 millième CDI intérimaire, Cédric, il était au départ menuisier. Et aujourd'hui, il travaille pour PSA. Donc je pense que vous tous avez besoin de flexibilité, avez besoin de compétences qui évoluent, parce que le marché du travail évolue. Donc ça, c'est un outil. Saisissons-nous de cet outil.
où l'on découvre que PSA va nous proposer une voiture en bois bientôt. Paola, qu'est-ce qui fait que chez vous, les opérateurs français sur vos plateformes téléphoniques, c'est plus simple de le faire en France qu'à Madagascar, qu'en Tunisie, qu'au Sénégal? Alors, facialement, il n'y a rien de plus simple. Quand Ah on bon regarde le tarif horaire, bon, on peut partir. Après, concrètement, en fait, ça dépend comment on voit les choses. Si on arrive à renverser la tendance et qu'on voit les choses autrement, le fait d'avoir un salarié en France... Alors, les salariés dans les centres d'appel, il faut savoir que le métier est quand même assez décrié. Je pense que vous l'avez tous entendu parler. Il faut savoir aussi qu'on a énormément de turnover à l'origine. Et puis, c'est pas forcément un métier... Il n'y a pas d'école de formation, quoi. Il y en a peu. Actuellement, il commence à y en avoir, enfin. Et c'est pas du tout valorisé par les jeunes, par tout le monde. Bon. L'idée, nous, on a essayé de repenser ce métier. On venait des centres d'appel. Hein. On avait travaillé, moi et mes associés, à travers différents centres d'appel, des gros, des plus petits. Et fort de notre expérience, on s'est dit, si on repensait un peu les choses autrement, si on essayait en fait de créer de l'attractivité autour de ce métier qui n'attire personne et a toutes les plus mauvaises images qu'on peut envisager. Et à partir de là, on a réussi, alors d'une part, à drainer une population qui ne viendrait pas au centre d'appel, donc des seniors. Oui. Il tient beaucoup. Les seniors, c'est un apprentissage de la vie, une expertise et en même temps une diversité très intéressante et une stabilité. On a réussi à drainer des jeunes mamans au foyer en reconversion qui ne pensaient pas au centre d'appel, par exemple, et puis, bien sûr, de faire de l'insertion, etc. Et à travers ça, on a mis en place derrière tout un parcours d'évolution concret qui va jusqu'à l'embauche chez les marques de personnes qui n'auraient jamais pu être embauchées chez un client compte tenu de leur niveau d'études. Vous pouvez être un marchepied, en fait, une formation. C'est ça, un tremplin. Parce qu'en fait, le centre d'appel, à la base, c'est un super tremplin. C'est-à-dire qu'on commence au téléphone. Moi, j'ai commencé, on parlait de mes études au téléphone. Et derrière, on peut évoluer jusqu'à finir directeur des opérations, directeur de compte ou être embauché chez Neuf Télécom, ce qui a été mon cas. Oui. Donc, au final, on a essayé de reproduire ce modèle à petite échelle. Et on a, d'une part, donc, baissé le turnover. On est à moins de 5% de turnover annuel. Donc ça, c'est une source d'économie. Et donc, ça permet d'être compétitif. Patrice et Guillaume, un mot. Patrice Lupowski chez Orange. Je sais qu'en France, on a d'extraordinaires talents dans l'innovation, dans les startups. Dans la santé aussi, on a des chercheurs extraordinaires. Mais j'entends dire que nos innovateurs français partent dans la Silicon Valley depuis des années pour travailler pour des groupes étrangers, pour des groupes sur place évidemment. On me dit que les chercheurs français, pendant que le dentiste à côté fait son travail, il faudra nous expliquer pourquoi. Guillaume, on nous dit que les chercheurs français, eux aussi, sont attirés à l'extérieur. Donc, en gros, on a des pépites, on ne sait pas les garder en France. On ne va pas forcément mettre des chaînes, de lourdes chaînes pour les retenir. Si on peut juste demander à PSA qui a commencé la voiture en bois d'arrêter la scie derrière, s'il vous plaît, merci. Allez-y. Donc on a la chance de les avoir, de savoir former des gens qui sont excellents dans plein de domaines. Hein. Vous citiez le foot tout à l'heure. Dans la dernière Coupe du Monde, il y avait 50 joueurs qui avaient été formés en France. Donc c'est quand même la capacité à créer de l'excellence. On a plus de mal à former en masse ce dont le marché de l'emploi a besoin. Ça, nous disait Henri de Castries très bien exactement. ce matin, oui. Et ça, c'est un vrai enjeu. Il faut qu'on réussisse à le faire. Ces élites, on les fait, on les développe. Elles partent conquérir le monde, tant mieux. Elles sont toujours françaises un peu partout. Elles vont continuer à se souvenir qu'elles sont françaises. Est-ce qu'elles reviennent ? Elles reviennent pour certaines, elles restent pour d'autres. Peu importe. En tout cas, elles contribuent aussi à l'image de la France, à l'image de cette excellence, au fait que quand on va les croiser dans la Silicon Valley ou ailleurs, elles vont avoir cette petite part de francitude ou de francité qui va réussir à donner une autre image que celle qu'on a parfois. Vous parliez du French bashing. Oui. Le French bashing, moi je suis assez souvent en Californie, aux États-Unis, en Chine, etc. Moi, on me dit, non, mais t'es peut-être le moins français des Français qu'on connaisse. Parce qu'ils attendent de nous des stéréotypes qui sont de l'arrogance, c'est peut-être très arrogant de dire ça d'ailleurs, mais des choses qui sont objectivement fausses. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne laisse pas indifférent. Oui, mais alors attendez, juste un truc. Est-ce qu'on s'en fout pas un peu de ce que le français à l'étranger va transporter ? Parce qu'il y a Mireille Mathieu pour ça. Enfin, elle est morte bientôt, mais hormis elle, non, c'est sa région mince. Non, mais je veux dire, il y a ça, il y a les soirées chez l'ambassadeur, tout ça, mais je veux dire, est-ce que finalement, ça sert à quelque chose
3 Français qui vont parler français dans une crêperie à Los Angeles parce que ça fait bien, quelque part, et ça n'apporte pas de l'emploi en France ni de l'économie en France. Mais ça peut en créer partout, mais encore une fois, sur des sujets comme l'innovation, on a tort de penser qu'il y a des frontières. Il y a besoin de créer de l'activité partout, de capitaliser de la richesse, mais on ne le fait pas avec des murs, on ne le fait pas avec des raisonnements franchouillards. On a véritablement besoin d'irriguer, de pousser ça un peu partout dans le monde et de pas de se situer dans un complexe qui est que on se voit comme un intérieur ou un extérieur. Et moi, parfois, quand je rentre en France, après un voyage en Californie, par exemple, j'ai l'impression d'être Superman qui rentre sur Krypton. Ah oui. Et j'ai plus de super pouvoir, j'ai plus rien, mon énergie est tombée parce que j'avais cru que c'était possible quand j'étais en dehors de France et je reviens au milieu de sujets normatifs qui vont véritablement me fixer des barrières que je ne connaissais pas. Guillaume Leroy, ces fameux chercheurs Alors moi, français. je serais un peu plus positif. D'abord, c'est vrai que le marché de l'emploi, il est global, surtout dans des grandes entreprises comme les Évidemment. nôtres. Puisque nos clients sont globaux, nous, on doit avoir un marché de l'emploi global. Maintenant, il y a qui partent, il y a aussi des talents qui viennent. Il suffit d'aller à Gerland, voir l'école internationale qui a 11 sections. Il n'y en a que 2 comme ça en France. C'est vrai. Et tous les parents d'élèves qui sont là ne sont pas forcément là pour monter des crêperies. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que notre industrie, elle est en profonde transformation. Et donc la transformation, c'est quoi? C'est de passer de produits chimiques à de produits biologiques. 2 médicaments sur 3 développés chez Sanofi sont des produits issus de la biologie. D'accord? Ce virage biologique, pour faire simple, une molécule de Doliprane, c'est grand comme mon pouce. Un anticorps monoclonal, c'est grand comme moi. Donc on comprend bien que la manière de produire, la manière de contrôler n'est pas du tout comparable. Donc il y a un besoin de continuum entre la recherche et la production et il y a un besoin de compétences pour accompagner ce virage technologique. Là, le groupe Sanofi a pris la décision d'augmenter à 6% l'alternance pour pouvoir prendre des étudiants très jeunes dans des processus de formation jusqu'à 6% donc de nos 25 000 collaborateurs pour les accompagner là-dessus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a en France, pour la recherche, des mécanismes qui marchent bien et qui rendent les chercheurs français très compétitifs. C'est le crédit impôt recherche. Et ça rend aussi nos chercheurs compétitifs pour les entreprises qui veulent innover. Et ça donne là encore une aura de nos équipes de recherche françaises. Donc, non, on ne peut pas faire d'isolationnisme, mais oui, la France a une place à jouer dans tous les domaines de l'innovation, que ce soit l'intelligence artificielle, le numérique, le biologique, la chimie, au service d'un agenda global de santé. On peut réussir sur ces sujets justement d'intelligence artificielle, de blockchain, de développement. Damien, par exemple, dans la voile, vous allez être tout seul, mais pas que. Il y a plein d'intelligence artificielle dans le bateau avec lequel vous allez partir à la conquête du monde. Oui, forcément. Quand on a l'ambition de faire un tour du monde sur des bateaux comme ça, on y arrive rarement tout seul. Avec des solutions françaises d'ailleurs. Avec des solutions françaises, bien évidemment. Comme je disais, la course au large est une exception française et on est envié par tous les autres pays du monde. On a créé tout un centre de ressources autour de ces technologies, que ce soit l'architecture, que ce soit l'intelligence artificielle à bord des bateaux. Tout ça est concentré dans ce qu'on appelle la Sailing Valley dans l'ouest de la France. Il y a la Silicon Valley et il y a la Sailing Valley, d'accord. Il y a la Sailing Valley, on ne fait pas que des crêpes en Bretagne, on fait aussi des belles choses autour des bateaux. Tout ça pour dire que voilà, on a réussi à créer en France un domaine assez exceptionnel où on excelle. Les étrangers qui font la course au large viennent tous en France pour se former, pour s'équiper. Pour autant, il y a un paradoxe, c'est que quand on regarde la compétition en elle-même, à chaque fois qu'un étranger vient avec les moyens, eh bien, en fait, il bat tous les Français. Donc, on a en fait une espèce une différence entre les moyens de parvenir à l'objectif. Parce qu'ils se donnent beaucoup plus de moyens que nous. Alors, il y a une histoire de moyens, il y a une histoire de management du sport aussi, management de projet qui est différente. Si moi, je prends vraiment l'exemple français que je connais. D'un côté, on a le sport d'État, je vais dire ça comme ça, qui est symbolisé par les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, où c'est extrêmement vertical. Et de l'autre côté, on a tout le sport amateur et professionnel, bien sûr. où là c'est dirigé par des sponsors, des entreprises. Donc les deux sont très étanches en France et c'est assez surprenant. L'occasion de remercier Apicil encore de ce soutien parce que c'est important dans le sport. Laura, en quoi l'intelligence artificielle, la blockchain intéresse le monde du luxe justement, à la française? On s'y est mis?
Alors, ouais, enfin, il se passe plein de choses en matière de tech dans le luxe et tant mieux. Et il se passe plein de choses de manière générale. Juste, moi, un point qui est important à soulever, je pense, c'est qu'on voit beaucoup justement d'investissements en intelligence artificielle, etc. en France, en machine learning et j'en passe. Les Chinois sont excellents. Enfin, il y a plein d'autres acteurs qui sont très bons. On va pas forcément être meilleur qu'eux et c'est pas grave. Par contre, je pense que c'est intéressant de réfléchir à comment aussi on utilise ces solutions et les technologies qu'on développe au service de ce qui nous fait briller à l'international, et c'est notamment les savoir-faire. Moi, quelque chose que je peux observer, parce que je vais beaucoup me balader en région, etc., c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de savoir-faire qu'on risque de perdre. Soit parce que ce sont d'autres acteurs qui ont identifié justement à quel point ils étaient importants, ils investissent dessus, soit parce que tout simplement, c'est des entreprises avec des patrimoines vivants, etc., qui sont sur le point de fermer, parce que la demande fluctue, parce que c'est toujours trait à la mode ou à d'autres enjeux, et on n'investit pas forcément à ce niveau-là. Mais je pense pour autant que l'intelligence artificielle, par exemple, peut répondre à cette solution. Pourquoi pas l'utiliser au service de la transmission des savoir-faire? Pourquoi pas l'utiliser au service de tous ces besoins qu'on va avoir dans le temps? Donc ça, c'est l'une de mes réflexions sur la blockchain aussi. Il y a plein de choses à faire. On voit aujourd'hui se développer des solutions, notamment françaises, qui sont hyper intéressantes, qui permettent de tracer davantage. On parlait d'exemplarité, de responsabilité des entreprises. Aujourd'hui, la blockchain, ça permet notamment de mettre en place des solutions où, pour la laine, par exemple, on va pouvoir tracer depuis l'éleveur jusqu'au producteur, au fabricant, finalement, d'où vient le produit, etc. Et ça, c'est important aussi dans nos métiers. Et adapté à tous les marchés et tous les types d'entreprises, bien sûr. Patrice, peut-être justement, où en est-on de cette excellence française, peut-être dans l'innovation, l'intelligence artificielle, la blockchain chez Orange? Elle est là parce que intelligence artificielle et blockchain, c'est très consommateur de talents en mathématiques et on en a pas mal. Donc on a cette excellence. L'IA est extrêmement prometteuse. La blockchain aussi, mais on va avoir beaucoup de questions avant d'être capable de véritablement l'utiliser parce qu'elle suppose de remettre en cause les autorités et que chacun accepte de lâcher prise. Ça va prendre plus de temps sans doute. Ce qu'on constate quand même, c'est que même si on arrive à avoir des spécialistes, des leaders, des gens qui vont aller développer une excellence dans ces domaines, on a plus de questions quand il s'agit de massifier et d'aller donner l'occasion, par exemple, à des startups innovantes de conquérir des marchés mondiaux. On a un vrai problème de financement, de l'innovation, pas pour envoyer un petit peu d'argent, financer quelques pépites dans les premiers temps. On a un problème dans la phase de croissance, quand elles peuvent devenir ces startups des leaders mondiaux où on a plus de mal à le faire. Et puis on a un problème, on disait qu'il y a une vraie notion d'écosystème en France, et c'est très vrai, mais on s'arrête souvent à des frontières. Oui. On peut s'arrêter à la frontière de la région et pas vouloir travailler avec la région d'à côté. On s'arrête, hélas, en Europe bien souvent à la frontière d'un État. On a énormément de choses à développer, par exemple avec les Allemands, énormément, mais bien souvent on ne le fait pas, et c'est souvent en fait les raisons qui font que ces excellences et ces savoir-faire n'atteignent pas la taille critique d'un savoir-faire mondial. Et merci de nous le rappeler ici. Et ça rejoint le mot de tout à l'heure, et Laurent Fiard le disait en ouverture, se travailler ensemble, évidemment. Paola, je reprends votre ouvrage qui est « Le savoir n'est plus le pouvoir ». Vous y parlez justement magnifiquement bien de ces innovations, mais vous allez encore plus loin. Un mot là-dessus, justement, et votre constat en la matière. En 2 mots, le livre traite en fait de la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que l'homme va être remplacé par la machine ? Alors pourquoi déjà le savoir n'est plus le pouvoir? Parce qu'effectivement, depuis Gutenberg, parce qu'on en a parlé... Patrice dit non, mais voilà. Voilà, alors je donnerai la réponse après. Depuis Gutenberg, l'intelligence artificielle et tout ce qui va avec, c'est la deuxième révolution qui remet en question la transmission du savoir et les sachants. D'où le titre. Et en fait, pour moi, la réponse à est-ce que l'homme va être remplacé par la machine? Non, parce que l'homme a quelque chose que la machine n'a pas, ça s'appelle le talent. Le talent qui se transpose à travers plein de choses. Alors on parle du talent artistique, créatif, aventurier, mais il y a plein d'autres choses qui vont autour de ça. Pour moi, le point, c'est qu'en fait, cette révolution de l'intelligence artificielle, il faut l'embrasser parce que sinon on sera sur le dernier banc. Oui. Donc on est obligé d'y aller parce que le monde y va. Mais par contre, je pense que la France a d'énormes avantages. Il faut savoir que c'est quand même un paradoxe. C'est un des pays les plus représentés au CES, à Las Vegas, donc au Salon de l'Innovation. Et en même temps, c'est un des pays qui est le plus critique et le plus craintif vis-à-vis de l'intelligence artificielle. C'est un peu tout le paradoxe français. Moi, je pense que notre société doit muter. Donc, elle doit muter au niveau de la formation,
au niveau de l'éducation, c'est-à-dire faire émerger ces talents dès l'école. Elle doit muter au niveau elle doit muter au niveau aussi des entreprises. C'est-à-dire que je pense que les entreprises doivent permettre de faire émerger ces talents et être finalement un terreau pour l'innovation fort. Les grandes entreprises comme les vôtres en font partie, mais les PME aussi. Et à travers ça, elles auront une source de rentabilité et on ne sera pas le dernier. C'est assez improbable, c'est très français d'avoir sur scène quelqu'un qui joue avec une personne. J'aime beaucoup ça. Je vous donne quelques instants, mais pas trop. Qu'est-ce qu'on doit améliorer les uns et les autres? Quelles sont les choses trappes? On a parlé d'excellence, de ce que l'on sait faire, de ce qui fonctionne et de ce que sont nos atouts, évidemment. Se redonner confiance, bien sûr. On voit pour autant qu'en traversant une épreuve sociale, en ce moment, et depuis quelques mois en particulier, quelles sont les entraves que l'on doit éviter, les choses trappes? Quels sont les remèdes, les bottes secrètes que l'on pourrait avoir, les uns et les autres? Mesdames et messieurs, mettez votre blouse de médecin et faites-moi un diagnostic et une ordonnance, s'il vous plaît. Comme par hasard, Guillaume Leroy s'est saisi tout de suite du micro. Médecin, ordonnance, docteur? Non, moi, je crois que le risque, c'est de tomber dans la prétention française. Oui. Et on peut parfois être perçu à l'étranger comme un peu prétentieux et de laisser la prétention et passer dans la conviction et dans l'ambition. Ça veut dire qu'on va accepter de ne plus revendiquer des expertises du passé, mais on va se mettre un peu en déséquilibre avant avec une bonne intention pour développer quelque chose avec nos partenaires à l'étranger. Et c'est ça qui fera le rayonnement de la France, puisque nous avons toutes les compétences pour faire des choses nouvelles. Revendiquer l'innovation, c'est par définition ne pas revendiquer de l'expertise, oui. Même si évidemment, c'est Charles Mérieux qui disait là encore, la tradition n'est pas l'ennemi mais le support de l'audace. Je crois que c'est très vrai, c'est-à-dire qu'il faut se mettre en avant au service d'une ambition commune, une ambition de santé publique, une ambition d'écologie, une ambition de paix, une ambition d'équilibre socio-économique. C'est ça qui fera avancer, c'est ça qui fera rayonner la France, puisqu'une fois encore, la promesse de la France est une promesse globale, très avancée dans beaucoup de domaines. Patrice, je vous ai vu réagir également. Oui, de façon très courte, parce que c'est peut-être un petit peu tôt pour ce genre de réflexion, mais je pense qu'il faut savoir faire l'éloge des paradoxes. La France, c'est une terre de contradictions, de contrastes, et souvent on s'arrête au paradoxe. Je ne vais pas forcément être très long sur le sujet, mais il faut savoir faire des choses. Beaucoup ont critiqué le mot « en même temps ». En même temps, dans le « en même temps », il y a cette notion d'accepter le paradoxe, d'accepter le fait qu'il y a des forces contradictoires et de ne pas s'y arrêter, mais au contraire d'essayer de les cultiver. Et c'est peut-être ça que souvent on remarque de la part des Français, c'est qu'on laisse se développer ces choses contradictoires et ces paradoxes, mais on n'en tire pas parti. Et un peu comme le dentiste qui est en train de travailler pendant que nous sommes en train de parler, il faut le retirer il faut en retirer une force. Ben ça, je vous confirme. De toute façon, on n'a pas le choix. Un regard là-dessus, Laura Perrard. Ouais, moi j'ai aucune recette ou quoi que ce soit, mais je pense que, j'aime bien dire quand j'interviens dans des classes avec mes étudiants qu'on est tous formés, on a tous finalement fait les mêmes écoles, on se ressemble un peu tous. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est de cultiver notre singularité, parce que c'est ce qui va faire notre différence. Et les grands créateurs, les visionnaires, etc., étaient toujours un peu, tu disais Barge tout à l'heure, mais ouais, oui. Pourquoi pas. Donc, il faut assumer ce côté un peu fou et différent qu'on peut avoir. Je pense aussi qu'il faut faire et oser faire. Et il y a autre chose que j'observe beaucoup aujourd'hui, on parlait de la disruption et de toutes ces nouvelles marques, tous ces nouveaux acteurs qui émergent, ils sont souvent incarnés. C'est-à-dire que c'est souvent des fondateurs ou des dirigeants qui osent affirmer leurs croyances, qui osent les incarner et les représenter. Et je pense que ça, c'est hyper important aujourd'hui parce qu'on ne croit plus simplement en des entreprises, en des logos ou je ne sais quoi, mais on va croire en des personnes, des êtres humains. Et je pense que c'est un message important aussi. L'une des erreurs serait de ne pas prendre en compte la diversité, la richesse en France. Vous battez évidemment aussi pour la question du handicap, de la diversité, et notamment dans l'entreprise. Ça aussi, c'est une chose trappe si on ne sait pas s'enrichir de toutes les diversités. Oui, je pense que l'union fait la force, forcément, dans tous les domaines. Et en France, on a une maladie qui est un peu de cloisonner les choses. En tout cas, dans le monde de l'entreprise et dans le sport, c'est les handicapés d'un côté, les valides de l'autre. Donc moi, par mon sport, j'essaye de montrer que c'est possible, de franchir une case et d'aller... voilà, moi, pour ma part, je vais concourir autour du monde avec et contre les autres valides, avec les hommes, les femmes qui composent toute cette diversité. Mais voilà,
pour terminer, c'est vrai que j'ai pas de leçon à donner forcément, mais je reviens sur l'image de la France, notre passé aussi. On a été des explorateurs, on Bien a sûr. conquis le monde, et je pense qu'on a été capable d'innover énormément pour arriver à faire des choses extraordinaires. Et je pense qu'il faut savoir rester aussi sur ce mode-là, de ne pas avoir peur de faire les choses, de se lancer, de faire des choses ensemble, parce que c'est comme ça qu'on continuera à exister, tout simplement. Un mot pour libérer justement les gens formidables que l'on a en France dans nos entreprises et qui s'ignorent parfois. Alors, je pense qu'il faut. Je rebondis sur oser, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que pour oser, il faudrait par contre qu'on recule un peu sur la culture de l'échec. On a un peu tendance à scléroser l'échec en France, qui fait que ça génère pas forcément l'envie chez tout le monde. Et du coup, on a peur de se lancer là où d'autres pays y vont carrément, hein, clairement. Bien sûr. Donc je pense que ça libérerait. Et puis après, oui, il faut une vraie croyance, je pense, dans l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est une aventure. Voilà, il faut un esprit aventurier. Et je pense que la France a beaucoup de talent là-dessus. Qui n'a jamais échoué dans la salle? Qui n'a jamais connu l'échec? Je ne parle pas qu'amoureux, bien sûr. Très très bien. Ben alors dites-le, racontez-le justement pour dénouer ça. Justement, et puis je donne la parole à la salle dans un instant. Roberto Boscolo, cette vision que vous pouvez avoir de l'Italie, des problématiques françaises, en fait, qu'est-ce qui fait d'après vous que les Français justement n'arrivent pas à libérer leur talent, à libérer l'excellence dans les entreprises? C'est quoi le tort, selon vous, des Français là-dessus? Moi, je pense que les Français, un peu, c'est undervalue, Oui, beaucoup. on se sous-évalue, oui. Et moi, je pense, dans l'expérience que j'ai vue dans les États-Unis, dans la chinois, dans la partie de Sud-Amérique, et aussi maintenant à l'intérieur de la France, vous avez une chose que c'est magnifique, que c'est le système pays. Ça, qu'est-ce que signifie le système pays? S'il y a un entrepreneur français qui est en train de faire une structure, moi je Oui. parle maintenant de la partie hôtelier touristique, Oui, et il veut aller à chercher, il cherche des instruments, des tools, oui, oui. ok, pour chercher des targets de marché, des piece of market et tout ça. Vous avez toutes des organisations spécifiques pour faire ça. Et grâce à notre collaboration avec Only Lyon, Atout France, par Exactement. exemple, on a mis un turbo dans notre système de réservation qui l'a permis de faire un target précis des clients qui viennent sur Lyon. Et ça, c'est magnifique. Avoir une organisation, un pays qui it help you, Oui, oui. Qui vient nous aider, oui. nous aider sur le développement du pays à l'extérieur. Et merci de nous apporter ce regard-là. Quelques minutes peut-être pour Paola, juste le mot, et puis on donne les micros dans la salle. On va allumer la salle peut-être pour reprendre les premières questions. Juste dire un mot sur la création du COMEX 40 au sein du MEDEF. Évidemment. Parce qu'effectivement, le MEDEF vient de se doter d'un COMEX 40 dont je suis présidente. Le COMEX 40, juste pour faire très très court, c'est 40 personnes de moins de 45 ans, très bien, mais parité homme-femme évidemment, mais surtout une représentativité au niveau des territoires. Donc, c'est pas parisien, c'est toute la France, et surtout une représentativité pas uniquement des startups, puisque on a des grands comptes, on a évidemment des startups, mais on a aussi des PME et des très belles ETI. Et donc, le but du COMEX 40, c'est d'aller dans cette logique anticipative et doter le MEDEF de cette logique anticipative et de réfléchir aux sujets de demain qui vont toucher nos entreprises, parce que l'entreprise a un nouveau rôle. Voilà, je tenais juste à dire, voilà, ça vient d'être créé. Et c'est bien de le rappeler. Merci beaucoup. Des questions, des réactions dans la salle. Questions courtes, réponses courtes. Est-ce que j'ai une première question, une première réaction dans la salle maintenant? Madame, bonjour. Je vous invite à vous présenter si vous le souhaitez. Marie-Françoise Villard de News. Je voulais parler d'Adecco et notamment de Christophe Catoire et de toute son équipe qui ont mis en place donc, ces CDI intérimaires. Excusez-moi, vous n'en êtes pas l'attaché de presse? Non, D'accord, je non, suis journaliste, donc en Non, mais c'est principe, très bien. j'essaye d'être honnête. Allez, je vous en Voilà. prie, madame. Du coup, vous m'avez coupé. Christophe Catoire, donc, Oui, et ses Christophe équipes Catoire, formidables, bien qui a sûr. donc au sein d'Adecco eu des tas d'innovations qui sont en fait presque schizophréniques, parce qu'on associe le CDI avec l'intérim, vous faites des formations en interne, etc. Est-ce que c'est pas ça maintenant les grands défis, c'est d'inventer des choses qui finalement d'allier l'incompatible?
Et c'est le gros challenge. Allez-y, je vous en prie pour répondre. Olivier Lemaître. Si vous cherchez un CDI, un intérim pour être attaché de presse, venez nous voir. Non, mais ce que je disais tout à l'heure, on a une nouvelle loi qui était une boîte à outils qui nous permet justement d'avoir cette liberté pour créer des nouveaux produits, des nouvelles offres, pour à la fois servir les besoins de flexibilité de nos clients et en même temps accompagner nos candidats dans des trajectoires professionnelles et les accompagner dans la transformation des compétences. Parce que quand on parle de transformation du monde, transformation de technologie, c'est bien sûr aussi la transformation des métiers. Oui. Et ce qui vous intéresse, vous, en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir de la main-d'œuvre qui corresponde aux compétences dont vous avez besoin. Donc, ce n'est pas du tout schizophrène, mais c'est innovant. Et donc, voilà, donc on associe cette flexibilité à la fois pour nos clients, mais aussi pour nos candidats ou pour nos intérimaires qui peuvent se développer et avoir une approche moyen terme, voire même long terme. Merci madame pour la question, merci pour la réponse. D'autres réactions dans la salle, questions, témoignages? Petites annonces pour vendre un bateau, une voiture, louer un appart? Très très bien, ça veut dire qu'ils ont été complets sur beaucoup de choses. Je voudrais les uns et les autres vous inviter à terminer, à nous délivrer le mot d'après vous. Qu'est-ce que les entrepreneurs devant vous aujourd'hui, mais comme vous finalement, doivent faire demain? Henri de Castres a partagé beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'on fait à partir de demain pour aller encore plus de l'avant avec nos équipes, avec nos marchés, avec nos territoires aussi? C'est quoi le message pour eux selon vous? Qui prend la parole? Alors, vous voulez que je commence? Oui, D'abord, Olivier. Nicolas, vous parliez tout à l'heure que vous disiez que vous en aviez marre de votre CDD. Si votre employeur veut garder de la flexibilité, vous avez compris le CDI intérimaire, vous savez à qui passerai vous chez adresser. D'accord. Ben, mon message de conclusion, c'est un message engagé, j'allais presque dire militant. Oui. Voilà, on a parlé tout à l'heure de liberté d'entreprendre. Saisissons-nous, engageons-nous. Vous êtes tous entrepreneurs, vous pouvez vous-même agir. Donc voilà, il faut avoir confiance. Vous parlez d'optimisme. Moi, je suis fondamentalement optimiste. Donc la balle est dans l'autre camp. Ils sont là. Et c'est ce qu'on doit retenir, évidemment. Patrice Lupowski. Moi, j'ai envie que tout le monde regarde certains entrepreneurs comme Elon Musk, comme Jeff Bezos, les regarder parler de conquête spatiale, les regarder dépasser totalement les Ils ne sont enjeux. pas leur domaine, oui. Voilà, ils sont véritablement habités. Et de la même manière, quand tous les entrepreneurs que vous allez croiser dans la Silicon Valley vont vous expliquer qu'ils veulent changer le monde. Donc le mot et le message, je vais l'emprunter à un Belge en fait, à Jacques Brel. C'est d'une certaine manière, c'est rêver un impossible rêve. Vous vouliez des chansons qu'il faudrait. Ils sont jaloux, ils applaudissent peut-être parce qu'il a tenté le petit truc. Allez-y, on vous applaudit pour ça. Merci. Donc voilà, il faut oser rêver cet impossible rêve. Relisez les paroles de la quête de Jacques Brel, vous y trouverez à peu près l'ordonnance ou la recommandation. Très bien. Roberto Boscolo, votre mot de la fin pour les entrepreneurs devant vous. Moi, j'ai fait une petite recherche Ah, sur la France championne. oui. Et aéronautique, c'est première en Europe et deuxième exportateur mondial. En Chimie, aéronautique, oui. c'est deuxième en Europe et septième dans le monde. En chimie, Agroalimentaire, oui. c'est deuxième en Europe et quatrième exportateur mondial. Luxe, c'est dans les premières dans le monde. Nucléaire, c'est première en Europe. C'est la première sur la vente d'exportation mondiale du vin, avec 11 billions de dollars. La cuisine française est reconnue dans tout le monde comme la meilleure cuisine innovative. C'est bien quand c'est dit par un Italien. Continue. Ok. Tourisme. Selon un rapport publié par l'Organisation mondiale du tourisme, la France a reçu plus de visitateurs que n'importe quel autre pays du monde dans le 2017, avec 87 millions de visitateurs. En 2017, la France est troisième dans la liste des investissements étrangers en Europe, avec 1020 projets sur 6053. Brex Benefit, je ne vais pas terminer encore. Brex Benefit, Paris est la première ville plus attractive de l'étranger sur le cause. Elle est champion du monde. Mais après ça, c'est la France, c'est ça que nous sommes sous Lyon. Lyon, c'est la première métropole industrielle. C'est le deuxième hub numérique. C'est la première très grande métropole française et la plus dynamique. C'est la première ville pour son accessibilité.
deuxième sur le marché tertiaire français, première ville culturelle de France hors Paris, 3 millions de visitateurs à la Fête des Lumières chaque année, 4000 restaurants, donc 15 étoiles Michelin, première ville intelligente et connectée de France, et l'aéroport de Lyon, il a fait 11 millions de passagers, que c'est le 7% plus de l'année passée. Moi, je dis une chose, vous l'avez fait, vous êtes capable de faire, continuez à faire, vive la France et vive la Grande Lyon. Merci beaucoup. Grazie mille. Non mais, normalement, vous auriez dû terminer en disant mais qu'est-ce que nous faites chier les Français à râler alors qu'il y a tout ça. Juste un truc, il faut quand même que ce soit un Italien qui nous le dise ici parce qu'on est foutu de le dire. Donc merci de nous le rappeler. Les mots de la fin les uns et les autres pour que... qui n'a pas encore pris la parole, Guillaume? Non, moi, je dirais, continuons tous ensemble de partager nos envies, nos ambitions, nos rêves pour embarquer tout le monde. Saisissons le collectif, le MEDEF, la puissance publique. Il y a un souffle extraordinaire en ce moment. Et puis faisons-le avec nos communautés. N'oublions pas les personnes vulnérables. N'oublions pas les personnes en situation de handicap, car on y trouvera chez elles et chez eux tous ces exemples de leadership, tous ces exemples de courage et de résilience qui sont absolument nécessaires dans l'aventure d'une entreprise. Et n'oublions personne sur le chemin. Merci Damien. Le message pour les entrepreneurs devant vous. Tout simplement, continuer à innover. On parle beaucoup dans le sport de French Flair. C'est là où on attend par les Français finalement qui sont les meilleurs. Ils sont capables de coups d'éclat extraordinaires. Je suis persuadé que dans le monde de l'entreprise, c'est exactement pareil. Mais innover, surprendre, ça se fait aussi avec des valeurs, en défendant des valeurs. Et moi, je suis très attaché à ça. Je fais du sport à haut niveau, mais ce n'est pas uniquement pour gagner des médailles, pas uniquement pour gagner des titres, c'est aussi pour défendre des causes. Voilà, si je serais demain le premier skipper en e-sport à faire un tour du monde, en course, c'est aussi pour montrer que c'est possible. Et j'ai la chance d'avoir un partenaire avec le groupe Apicil avec qui je partage toutes ces valeurs-là. Et heureusement qu'ils sont là à mes côtés pour m'aider à bonifier tout ça. Laura et Paola pour terminer. Moi, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on n'a pas parlé d'influence. Pourtant, c'est un sujet en général dont on parle toujours sur les tables rondes en ce moment. Les influenceurs, Instagram, etc. Je pense que les entrepreneurs sont de vrais influenceurs parce qu'ils ont du pouvoir, ils ont du pouvoir dans leur prise de décision et en général, on écoute, on regarde, on observe, on critique ce qu'ils décident de faire. Donc du coup, ils ont du pouvoir et ça oblige aussi, enfin, on a du pouvoir et on a aussi des devoirs. Donc je pense que c'est important aussi d'être exemplaire dans les messages qu'on peut faire passer. Et je pense tout simplement, enfin, on parlait de la Silicon Valley, je pense qu'on peut faire plein de choses aussi en France et on a le droit de rêver et je pense qu'il faut essayer de réaliser nos rêves, quoi. Merci de nous le rappeler, Laura. Paola, je vous laisse le mot de la fin. Je pense que si on prend les exemples de la Silicon Valley, etc., je pense que effectivement déjà il y a une vraie recherche de sens et donner du sens à nos entreprises, c'est important. Après, je dirais sortir du cadre et repenser nos modèles finalement parce que toutes nos faiblesses peuvent se transformer en opportunités et concrètement, ça s'applique à tous les domaines et c'est une vraie façon de penser, c'est une culture au quotidien. Et après, je pense que finalement, pensons mondial et se dire qu'on n'a aucune limite, parce que la seule limite qu'on a, c'est celle de notre esprit, quoi. Et merci de nous le rappeler. Ils étaient vos invités ce matin. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, messieurs, pour ce moment.